aujourd'hui, le webinaire sera présenté par Frédéric Sanui, qui est expert DAM et CEO Activo Consulting, et Bonjour. qui vous parlera des tendances du DAM en 2021. Et qui sera accompagné de Thibaut Arguière, avant-vente chez Nuxeo, et qui vous fera une petite démo à la fin. Merci. Voilà. Sur ce, du coup, je te laisse la main, Frédéric. C'est bon. Et bon webinaire à tous. Allez. Alors, bonjour à tous. Oui, effectivement, enchanté en tout cas de se joindre avec mon ami Thibaut. On va vous faire une présentation, on va essayer de la rendre dynamique et un peu rock'n'roll. Dans un contexte qui n'est pas forcément évident, qui est celui de 2020, comme le dit la couverture du Times, on va peut-être le barrer, celui-ci, et pas trop le garder en mémoire. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir, dans un premier temps, revenir sur cette année et sur certains points en tout cas, qui éveillent en tout cas plus que notre curiosité, mais qui montrent certaines tendances. Et je pense que tout le monde a été à l'écoute des informations, d'un certain nombre de choses qui sont faites pour relancer aussi bien l'activité, mais pour aussi mettre en avant le digital. Et d'ailleurs, j'ai écouté encore ce matin là, euh, Monsieur Kenny, là, le responsable de Business France, qui expliquait aussi toute une série de mesures qui étaient mises en avant pour faciliter l'accès au digital. Donc voilà, on va revenir donc sur ces éléments-là. Le premier slide est un slide qui est issu d'une étude de chez Twilio qui est assez intéressante, qui reprend en fait auprès de plus de 5000 clients finalement essayer de voir, de connaître un petit peu leur ressenti au regard de cette crise. Et si finalement cette crise n'a pas un petit peu entaché des volontés ou en tout cas arrêté plus ou moins tout ce qui est lié à des projets digitales au regard de la transformation digitale. Et finalement, le retour est plutôt intéressant et excellent. C'est que je crois que le nouveau normal, ce qu'on appelle le new normal, sera évidemment très différent. Et de fait, le digital aura une place encore plus importante et encore plus importante au regard de notre écosystème en France, qui, comme on le sait, était peut-être un petit peu en retard sur certains points, puisque on reprenait cette année, là, dans un précédent webinaire qu'on avait fait ensemble avec Nuxeo, qu'une étude de PwC montrait que l'engagement de la transformation digitale n'était pas si énorme que ça, et que et que les plans à 5 ans voilà, se faisaient attendre. Donc en tout cas, tout le monde est parfaitement motivé auprès des clients pour démarrer cette transformation. Faisant suite à ce constat, j'ai trouvé cette agrégation d'informations là, qui est faite que j'ai retrouvé sur un site là, qui est assez intéressante, qui regroupe quelques chiffres clés que je pense que la plupart d'entre vous ont sans doute entendu à travers les différents médias, et au regard notamment de tout ce qui est e-commerce. On sait tous à peu près que la progression du e-commerce en France, chaque année, elle est à peu près de 15%. Donc là, cette année, elle est évidemment plus importante. Donc ça résonne complètement dans tous les plans de transformation digitale. Elle est encore beaucoup plus importante d'ailleurs en Europe et même aux États-Unis, où les dernières études de McKinsey montrent des chiffres en accélération absolument ahurissants. À ce- Et à ce titre, en fait, on voit tout de suite que les volumes, en tout cas engendrés par cette croissance, nous amènent finalement à un constat. Tout ceci ne peut se faire que si on apporte plus de ce qu'on appelle d'engagement client, plus de personnalisation. À un moment donné, lorsqu'on va cliquer sur une image sur un site e-commerce, c'est parce que l'image nous aura plu, parce que le contexte du produit sur le site internet, en tout cas, aura permis aux clients de s'engager plus. Voilà. Donc, et dans tout ce contexte-là, dans tout ce contexte notamment e-commerce, il y a des images, il y a ce qu'on appelle des métadonnées, et à un moment donné, il y a des systèmes derrière qui permettent d'avoir ça en ligne en permanence, dont le DAM. Voilà. Autre étude très intéressante, donc là on rentre un petit peu plus dans le sujet du DAM, relatif à l'étude qui a été faite par Nuxeo, que d'ailleurs vous pouvez retrouver, et d'ailleurs sur ces présentations, j'ai rajouté tous les liens interactifs qui vous permettront d'arriver directement pour télécharger ce document. Donc une infographie qui est très intéressante, conduite par Nuxeo. Et moi, dans cette étude, vous verrez, il y a pas mal de chiffres intéressants au regard de la transformation des canaux de distribution. Et moi, j'ai retenu, en fait, ce qui m'intéresse le plus, notamment lié aux dames, c'est tout ce qui est lié à l'image et à la vidéo. Et en fait, le constat, c'est qu'effectivement,
le visuel tient une place importante, hein, comme on se le disait à l'instant. L'image, elle est là pour engager le client. Et l'image, on va le voir, c'est beaucoup de choses aujourd'hui parce qu'on a un contenu qui est de plus en plus riche et avec de plus en plus de métadonnées à gérer. Voilà. Un autre retour d'expérience qui est intéressant, et là, c'est le résultat d'une étude. Là aussi, vous pourrez retrouver le lien en cliquant sur l'infographie de chez Mulsoft, qui a fait toute une étude assez approfondie sur la transformation digitale et surtout au regard des enjeux 2020, et on était un petit peu juste avant le Covid. Finalement, qu'est-ce qu'aujourd'hui, au moment de s'engager dans le choix d'une solution, quels sont finalement les points les plus importants sur lesquels en tout cas, vous allez porter attention. Et cette même étude, si on la regarde, si on la compare à celle qui a été faite il y a 2 ans, qui était très centrée sur l'expérience utilisateur, bon, ça, on va le voir, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais en fait, aujourd'hui, au niveau des marques, et notamment dans un contexte cybersécurité et on l'a encore vu cette semaine, où certains labos pharmaceutiques là, qui doivent produire les vaccins ont été attaqués, la notion de sécurité est extrêmement importante. Et je le dirais aussi au regard de mon expérience, c'est que à un moment donné, on va gérer du contenu à travers une interface web. Et au-delà de cette interface web, on a des technologies. Et c'est vrai que au regard des technologies utilisées, il faut faire quelquefois attention. On est beaucoup sur ce qu'on appelle des développements de front avec de l'API first. Et donc la vulnérabilité est forcément est toujours une question. Donc en tout cas, on peut voir que ces premiers points entre la sécurité, la notion de blockchain, tous ces éléments-là, en tout cas, sont importants pour les marques au regard de la gestion de leur contenu et de leur partage. L'autre point important dans l'étude Mulsoft, bon, celle-ci, elle est assez intéressante parce que finalement, au regard de tout ce que, en tout cas personnellement, ce que je fais et notre équipe, on peut rencontrer sur le terrain, euh, on nous dit toujours, bon, il faut un DAM, il faut un PIM, il faut un CMS, il faut un système, il faut quelque chose. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'au final, le dernier mail qui est reçu pour envoyer le projet, c'est un WeTransfer, c'est un Dropbox ou c'est un Drive. Donc là, c'est un petit peu l'effet qui se coule. Et c'est vrai que on s'aperçoit quand même dans beaucoup de cas, et connaissant aussi un peu le marché américain et on va dire anglo-saxon et européen, il y a quand même une tendance à multiplier les systèmes. Et il n'est pas rare, moi de mon côté, de trouver chez des clients pas un ou deux DAM, mais trois ou quatre, deux PIM, etc. Donc là, je pense qu'il faut une vraie gouvernance à ce niveau-ci. C'est pas en multipliant les outils qu'on va accélérer cette transformation. D'où l'importance. Et en tout cas, moi, c'est vraiment en tout cas mon ADN lorsqu'on travaille avec un client, c'est de réduire ces systèmes. Voilà, on a besoin dans une organisation d'un seul DAM. Et aujourd'hui, on va le voir, si on fait le bon choix. Alors, on va voir comment on fait ce bon choix, mais si on fait le bon choix, la technologie nous permet aujourd'hui de ne gérer qu'une seule source de contenu. Alors, bien entendu, on va revenir à l'essentiel et la fondation, c'est quoi le DAM? Faut savoir que la notion de DAM, donc de Digital Asset Management, c'est une notion qui n'est pas récente. Moi, au tout début, quand j'ai commencé, fin des années 90, c'est une notion qui est héritée des États-Unis, où on parlait plutôt de serveurs de fichiers. Au tout début des années 2000, lorsque moi j'ai commencé à travailler en agence ou à gérer des photos dans le groupe Hachette, globalement, les systèmes d'âme tels que l'on connaissait n'existaient pas. On a vu vraiment l'émergence des premiers systèmes à partir de 2000-2002. Mais globalement, lorsqu'on avait par exemple des gros volumes à gérer, souvent c'était des file servers. Voilà. Et donc progressivement, au gré de l'aspect collaboratif, parce que de plus en plus, il faut qu'on partage le contenu, et bien entendu, au gré de cette mouvance qu'est l'e-commerce, il a fallu avoir des systèmes qui soient capables de répondre à ces exigences. Mais le DAM, à la base, finalement, ce sont deux notions essentielles. Je voyais encore cette semaine un certain nombre aussi de webinaires de certaines organisations de DAM où on parle de plus en plus DAM 1.0, 2.0, 3.0. On va essayer d'éviter de parler de tous ces acronymes qui sont souvent un peu barbares pour le client. Le DAM, c'est d'abord un moteur pour vos assets, c'est-à-dire la capacité de, de traiter les assets, d'être capable de faire des previews, de supporter le fichier en tant que tel.
et on va le voir avec des contenus qui sont extrêmement riches. Donc là, c'est un moteur pour les assets. Et ça, c'est très important parce que derrière, sous couvert, il y a quand même une notion de performance. Et c'est pas parce que, là, et j'insiste très lourdement, c'est parce qu'on va voir des vignettes dans une interface que c'est un DAM, d'accord? Donc c'est cette notion de performance et de traitement des assets qui est important. Et le deuxième point, c'est un moteur pour les métadonnées. Et là, bien entendu, on va partir vers une solution de DAM avec une raison essentielle, l'organisation des actifs numériques et leur capacité à être, à pouvoir les retrouver à travers une recherche qu'on va pouvoir personnaliser. Donc là, ce sont les deux points essentiels avec toute la granularité de fichiers. Et bien entendu, ce qu'on va voir, juste après, je reviens sur cette notion de contenu riche. Ça, c'est extrêmement important. Très clairement, il y a une dizaine d'années, on n'en était pas à ce point-là. Bon, je prends très simplement, aujourd'hui, un film HD qui sort de votre téléphone, il fait quelques centaines de mégas. Quand il est en 4K, ce qui est pratiquement le mode par défaut, il va tout de suite faire 15 ou 18 gigas dans des formats notamment vidéo, où les gens sont un peu perdus parce qu'on parle de codec, on parle de format. Enfin, une fois c'est un MOV, une fois c'est un MP4, une fois c'est un M4V. Bon, tout ça c'est un petit peu barbare. Tout ça pour dire que finalement, c'est notamment au gré de la vidéo, bah, si vous n'avez pas le moteur dont je parlais juste à présent, qui est celui d'IA, bah, ça devient très vite compliqué. Et bien entendu, au niveau des formats, aujourd'hui on va parler de 3D, on va parler de plus en plus aussi de formats d'animation. Tout ça dans des standards qui sont pas forcément bien figés. Donc au final, le but du DAM, ça va être quoi? Bah, ça va être finalement de gérer le cycle vie de l'asset depuis sa création jusqu'à sa distribution. Voilà, ça on va dire notre postulat de départ. Donc on part côté gauche avec tout ce contenu à gérer qui peut être extrêmement riche. Et on va le voir aussi suivant les cas d'usage. On est dans des cas très particuliers. Le DAM n'est pas là simplement pour gérer du JPEG RGB en moyenne définition de quelques mégas. Ça va bien au-delà de ce type de fichier. On voit par exemple dans le cas du packaging, on est dans des fichiers très complexes avec des PDF, avec des supports, ce qu'on appelle de Pantone, d'éléments techniques, tout ce qui est transparence, etc. Bah, là, je peux vous dire qu'effectivement, sur le marché du DAM, il y a plus grand monde qui répond présent. Sur toute la partie vidéo, sur même la partie PDF. Aujourd'hui, un rapport d'activité, comme je peux le voir auprès de nos clients, bah, ça peut être très facilement plusieurs centaines, voire milliers de pages. Bah, derrière, si vous n'avez pas le moteur pour être capable de traiter cette information, notamment au regard de l'extraction d'informations de texte, et au final, le DAM, dans la gestion de l'asset, aujourd'hui, va apporter bien entendu quelques particularités en plus, notamment au regard de la gestion de ce qu'on appelle de process métier, de workflow, donc du coup indirectement de gestion aussi de révision. Alors bien entendu, c'est là qu'un certain nombre d'organismes parlent de DAM 2.0, 3.0, c'est-à-dire qu'on va étendre l'usage du DAM à une gestion marketing assez complexe. Donc ça, c'est évidemment la tendance que l'on voit de plus en plus. Et avec l'autre particularité qui est finalement la place du DAM dans l'écosystème de la société, avec notamment de plus en plus de connecteurs. La finalité en bout de chaîne, finalement, c'est de partager un même contenu en très haute définition et non plus créer X transformations et les regrouper dans le DAM. Non, on ne garde que la très haute définition et le DAM comme moteur sera capable de gérer des transformations. Alors c'est quelque chose qui n'est pas évident. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous savez, la plupart des sites e-commerce, à partir d'un produit en très haute définition, on va pouvoir créer jusqu'à, j'en ai eu encore l'expérience il n'y a pas longtemps, jusqu'à 56 dérivés. C'est-à-dire des JPEG, des PNG dans différentes résolutions. Et on voit que le spectre final, bah, c'est du mobile, c'est du web, c'est du print, c'est des réseaux sociaux, etc. Voilà, donc tout l'écosystème du DAM que l'on retrouve ici à travers ce schéma là de chez Akeno, que je trouve assez parlant, qui montre bien que finalement que le DAM est une fondation pour l'ensemble de l'organisation dans l'entreprise, avec toutes ses entrées, tout ce challenge qui est la distribution de contenu vers la sortie. Très souvent, la plupart des entreprises ont un MDM qui va être un petit peu vu comme la base de données référent, hein. Alors aujourd'hui, là aussi, les choses évoluent énormément. Maintenant, pour parler de tout type d'entreprise, hein, depuis la PME, l'ETI jusqu'au grand compte, aujourd'hui, je vois un petit peu de tout, hein. Chez certains, ça commence par un fichier Excel. Chez d'autres, c'est une base FileMaker. Chez d'autres, de plus en plus, on va avoir du Salesforce. Donc là, qui est la grande mouvance actuelle, où de plus en plus ce CRM devient un petit peu tout. Et quelquefois, bien entendu, au centre, notamment dans une visée e-commerce, on va avoir de plus en plus le PIM,
pour Product Information Management. Donc là, très rapidement, le DAM a comme dans sa base de données comme référent un asset, le PIM, le produit, et un produit va être composé d'un asset, de différentes dérivées et d'informations texte et de traduction. Mais le PIM va avoir cette notion de référent, en tout cas métier au niveau de la data, et cette capacité à agréger, à distribuer le contenu sur les plateformes de e-commerce. Ça, c'est le travail du PIM. Par contre, moi, de préférence, je tiens toujours à privilégier avoir deux systèmes différents. Je connais pas de PIM aujourd'hui qui soit d'excellent DAM, même si tous les PIM modernes ont tendance à embarquer des fonctions de DAM. Essayez voir un peu, vous serez assez vite déçu, ne serait-ce qu'en termes de qualité de fichiers, de très haute définition, bah, ça fait souvent un petit peu plouf. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans un écosystème aujourd'hui, certains acteurs n'ont pas forcément les capacités en termes de budget d'investir, donc on se retrouve dans certains cas de PIM qui font un peu de DAM, un peu de MDM, un peu tout ça. Bon, dans tous les cas, aujourd'hui, on a aussi la capacité d'avoir du DAM et du PIM dans un scope financier raisonnable. Alors maintenant, je vais reprendre finalement au regard de cette année passée avec bon, tous on va dire les résultats suite à la pandémie et les difficultés que chacun a pu rencontrer, comment se préparer pour cette année et au regard notamment du choix d'une solution, quels sont vraiment les points sur lesquels vous devez porter votre attention. Alors je commence notamment, alors puisqu'on est avec Nuxeo et puis que Nuxeo on va dire, une très grosse expérience dans la production, dans la mise en place de systèmes, entreprises et finalement un petit peu à tout niveau. J'ai commencé par cette vue que je trouve assez intéressante, qui est de plus en plus, notamment une vue qu'attendent les clients. C'est-à-dire quand on va se loguer sur une interface, quand on va se connecter, pardon pour l'anglicisme, qu'est-ce que l'on veut? Bah, on veut tout de suite avoir un tableau de bord avec mes derniers uploads, les dashboards, des choses comme ça, une vue avec des facettes et pouvoir rapidement avoir accédé à mon contenu. Donc du coup, ce qui nous amène indirectement à ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Bon là, très clairement, à un moment donné, aujourd'hui, il est compliqué en 2020 de demander en tout cas à un utilisateur notamment pour avoir ce qu'on appelle un onboarding assez facile, d'être ingénieur. C'est-à-dire que ça doit être simple, hein. Aujourd'hui, pourquoi ils vendent 70 millions d'iPhone tous les trimestres? Parce qu'il n'y a simplement pas besoin de guide pour l'utiliser. Du côté de Google aussi, c'est pareil, hein, pour pas faire de jaloux. Donc, dans tous les cas, l'expérience utilisateur, elle doit être ultime. Et notamment quand on gère du DAM, et là, moi qui suis aussi, là, c'est le photographe qui va parler, c'est la place à l'image. Voilà, c'est ce que l'on voit ici, c'est-à-dire qu'on a une interface. Aujourd'hui, comme on peut trouver sur les librairies photos, on va dire classiques, c'est être capable de voir ce visuel et de la même manière qu'un utilisateur sur un site e-commerce aura un attrait pour le visuel. La partie mobile, comme on peut le voir, qui est évidemment un très gros challenge. Il faut savoir que 80% du business là, passe à travers un mobile. Donc, comme on dit, à partir de son doigt, on doit être capable et son mobile pouvoir naviguer dans du contenu, rechercher du contenu. Et là aussi, il y a un certain nombre toujours d'alertes que je mets en place lorsque vous choisissez votre solution. Il y a simplement des petites actions comme des glisser-déposer depuis votre bureau qui vous permettront rapidement de voir, ou alors le test qui est de glisser-déposer enfin de ramener votre fenêtre depuis le bas côté droit jusqu'au côté gauche et voir un petit peu comment se comporte le système. Voilà, deux, trois petits tests qui permettent d'en savoir plus. Bien entendu, il n'y a pas de DAM sans métadonnées. Et là, c'est extrêmement important. Là, je vais insister lourdement parce que, bien entendu, on a plein de nouvelles technologies et Dieu sait que, et on pourra le voir notamment lors de la démo avec Thibaut, que le Nuxeo est connecté à tout cet environnement qui enrichit le contenu et l'expérience utilisateur. Mais la fondation, bah, c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire cette capacité à gérer de la métadonnée standard, qu'on va appeler IPTC XMP, qui accessoirement est quand même un des rares standards du marché qui date depuis 1965, qui ne fait pas tout, parce que comme vous savez, l'IPTC, en fait, enfin en tout cas je vous l'apprends dans le cas contraire, c'est des champs de métadonnées qui ne peuvent pas être personnalisés en termes de langue, mais en termes en tout cas de métadonnées qu'on va pouvoir gérer sur de l'illustration, on va dire, globale. En tout cas, c'est assez intéressant, on peut la sauver dans les fichiers, et donc avoir un tout en un entre fichiers et métadonnées. Important d'avoir des métadonnées personnalisées. Donc là, ça va être aussi un des éléments majeurs dans le choix de votre solution.
Et là, j'insiste lourdement pour éviter tout ce qui peut être coût caché en termes de service, c'est votre capacité, en tout cas, à pouvoir personnaliser vous-même vos métadonnées. Puisque chaque client a sa propre histoire, son propre contexte, il faut être capable de personnaliser les métadonnées de votre projet. Et là, j'ai pu récupérer en tout cas une vue qui était assez intéressante, qui montre aussi bien des métadonnées standards, personnalisées, on a de l'EXIF, qui permet d'avoir des vues sur l'information des caméras. On voit tout ce qui est conversion. Donc, on voit qu'à partir d'un fichier haute définition, Nuxeo était capable de nous précalculer tout un ensemble de transformations. Et puis, on a aussi des tags côté droit qui sont issus de la reconnaissance artificielle. Euh, L'autre point essentiel, et là c'est quelque chose aussi, là, en tout cas moi avec mes équipes, sur lequel on est extrêmement attaché, et d'ailleurs on fait très souvent de la formation sur le droit d'usage, puisque finalement l'accès au visuel, notamment simplement à travers une recherche Google, je pense que beaucoup d'entre vous ont souvent récupéré une photo, l'ont mis sur un site internet, une présentation, sans se poser trop la question, est-ce que j'ai le droit de l'utiliser? Donc ça c'est évidemment important. Une photo, c'est comme une fonte, hein, c'est pareil, il y a un droit d'usage. Et là aussi, il va falloir voir dans le cadre des solutions dans lesquelles vous investisserez, il faudra voir effectivement si le système, investissez plutôt, si le système permet de gérer ce crédit, ce copyright et ce droit d'utilisation. Alors, on a aujourd'hui un certain nombre de technologies qui le permettent. Thibaut nous en parlera plus, mais la plateforme Nuxeo permet aussi des intégrations tierces et divers. Alors, on a plusieurs systèmes sur le marché, hein, ça va des FADET, des Imatag, des Digimarc. En tout cas, on regarde votre contenu, c'est définitivement une question qu'il faut à un moment donné se poser. Alors, bien entendu, on va parler de l'intelligence artificielle, non pas en termes de buzz, mais plutôt d'expérience utilisateur. Et là, ce qui est assez intéressant, et notamment, d'ailleurs, je vous encourage à lire parce que Nukéo a produit deux, trois livres blancs à ce sujet-là. L'intelligence artificielle, c'est pas simplement extraire des mots-clés, les mettre en anglais et puis dire, bah voilà, votre problème d'indexation est réglé. Voilà. Ça serait prendre le problème par le mauvais bout. Et aujourd'hui, on va plutôt essayer d'apporter une expérience bien précise. Par exemple, être en capacité d'extraire des mots-clés pour pouvoir les mapper, ce qu'on appelle à des plans de classement. Donc, faire quelque chose, un mix entre l'indexation personnalisée et puis l'intelligence artificielle. Et puis aussi être capable finalement d'apporter des éléments de décision à travers des process métiers que l'on pourrait avoir dans le système, que l'on va avoir juste après. Donc voilà, donc ça c'est l'intelligence artificielle. Alors sans reprendre le propos de Luc Julia, que je cite assez souvent, qui est le CTO de Samsung, et qui dit que globalement l'intelligence artificielle n'existera pas, je précise, dans un contexte notamment automobile. Je pense que dans tous les cas, et ça va être l'intelligence de l'éditeur, d'associer ces technologies au regard d'une expérience client, mais de le faire avec en bonne intelligence, c'est-à-dire au regard d'une expérience client, de ce qu'attend le client en tant que tel. Et donc ça nous amène évidemment à ce cinquième point qui est toute la partie de process métier. Alors à ce jeu-là, très souvent, au regard des échanges en tout cas nous qu'on peut avoir avec les clients, c'est vrai que les gens vont chercher un DAM, mais quelquefois un petit peu plus. C'est-à-dire finalement comment donner accès à l'ensemble de mes chefs de projet, à l'ensemble de mes clients, et être en capacité de valider du contenu. Alors à ce jeu-là, il y a plusieurs approches. Je dirais que 90% de l'approche, en tout cas de la plupart des éditeurs, ça va être de faire rapidement une collection, de mettre un utilisateur, de la partager, et puis dire est-ce que vous êtes d'accord ou pas. Bon, ça peut fonctionner dans un certain cas. Bon, vous me direz que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve assez bêtement avec les gens finalement qui ont un système et qui vont faire un WeTransfer, envoyer un mail en disant est-ce que tiens j'ai les fichiers, est-ce que ça te va? Maintenant, on peut avoir une approche plus entreprise et de se dire que finalement le process de décision finalement dans une entreprise ou d'une relation entre l'entreprise, l'agence et le client, bah, elle va passer à travers des cycles de validation. Et là, c'est ce que l'on voit en tout cas représenté, c'est cette capacité dans le système. Donc là, autant vous dire que le spectre de solutions se réduit très fortement sur le marché, de pouvoir modéliser finalement à travers ce qu'on appelle des jalons, des milestones en anglais, des étapes de validation, validation interne, validation agence,
validation avant publication, dans lequel on va rajouter des utilisateurs avec différents rôles en tant que contributeur, validation ou ce qu'on appelle gatekeeper, quelqu'un qui sera capable en tout cas de débloquer une situation lors de la validation d'un contenu. Donc là, ça c'est quelque chose véritablement qui est de plus en plus en vogue, mais qui n'est pas forcément aussi non plus bien abordé par la plupart des solutions du marché. Alors, on ne saurait parler, bien entendu, en tout cas d'avenir et de solutions en 2021 sans parler d'écosystème. Je crois que c'est véritablement la tendance et j'ai écouté encore, je suivais attentivement la semaine dernière le Dreamforce de Salesforce qui est un peu cette grande messe, alors qui était bien entendu cette année en mode virtuel. Aujourd'hui, l'écosystème client, il démarre depuis le donneur d'ordre, la création de campagne, et notamment chez Salesforce, bah là, il y a tout cet écosystème qui devient assez pléthorique. Mais à un moment donné, bien entendu, il va falloir se raccrocher à une solution de DAM, de PIM. Et comment on va le faire? Bah, on va le faire à travers ce qu'on appelle des services web, autrement dit, ce qu'on appelle l'API. Donc là aussi, c'est un élément extrêmement valorisant. Là aussi, tout le monde n'est pas égaux, hein, comme disait Bernard Shaw, devant ce point, c'est-à-dire que tout le monde, la plupart des solutions vont vous dire oui, on a une API, mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire déjà, je pense que c'est important de challenger une API, c'est-à-dire véritablement de voir est-ce que l'API, la plupart d'entre elles vont être capables, on va pouvoir les requester, mais est-ce que notre API, elle va être capable aussi de faire du push? Parce qu'on est toujours dans cette interaction entre systèmes. J'envoie de l'information, mais je veux aussi recevoir de l'information. Donc là, c'est un élément qui est un peu technique, certes, mais je pense que dans votre cas de client, c'est important en tout cas d'embarquer des gens de la technique chez vous pour ne serait-ce que consulter un peu la documentation. Il ne faut pas hésiter à la demander lors des sessions de RSI, de RFP, afin d'être sûr qu'en tout cas, on part sur de bonnes bases. Et donc, ça nous amène indirectement à cet écosystème. Et là, je trouve que l'infographie Nuxeo est assez parlante pour elle-même. C'est-à-dire qu'on arrive dans notre système qui, finalement, à un moment donné, au gré de l'expérience utilisateur, va devenir une agrégation de contenu issus de différentes sources. Et là, c'est l'intelligence aussi qu'on va avoir dans une solution. À un moment donné, je vois assez souvent, finalement, dans certains livres blancs et certains éditeurs qui vont se comparer. Là, le DAM, c'est mieux que le Dropbox. Le DAM, c'est mieux que machin. Je crois que la donne, elle n'est pas là. Et en fait, la plupart font fausse route. On ne peut pas aller contre des choses qui sont évidemment peu chères, etc., comme les Dropbox, les Drive, les WeTransfer. Mais l'intelligence d'un éditeur, ça va être quoi? Bah, ça va être de comprendre finalement le fonctionnement d'un client qui aujourd'hui avec des contributeurs qui vont dans tous les sens et qui sont partout, hein. C'est-à-dire que de la même manière qu'on dit que la donnée est partout, bah, le client il doit interagir avec du monde qui se trouve sur différents supports partout dans le monde. Donc l'intelligence du système, ça va être cette capacité d'agréger ces différentes sources et finalement d'unifier tout ça à travers une même interface. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'écosystème. Alors, autre point qui est important, notamment dans ce travail de création d'assets, quand on est au tout début de la chaîne, on va être souvent en interaction avec des agences. Et alors là, bah, je ferai une parenthèse, puisque j'ai relu dernièrement aussi un livre blanc qui a été fait par Nuxeo et TBWA. Donc, il y a des choses assez intéressantes dans le cadre d'une agence, dans cette création d'assets. Et cette création d'assets, bah là, là aussi, et j'ai fait pas mal d'années d'agence pour vous en parler, c'est toujours compliqué de dire à un designer, à quelqu'un qui est en PAO, de se dire, bon, tiens, en fait, il faut que tu te connectes là, et puis il faut que tu te connectes là. Bon, ça devient un petit peu, on perd un peu son temps, et puis finalement, ça se termine. Bon, envoie-moi un mail, parce que moi, j'ai pas le temps d'y aller. Par contre, si on a une approche où le designer est dans la Creative Suite, que ce soit InDesign, Photoshop, Illustrator, et finalement, sans changer d'environnement, va être capable d'utiliser un connecteur, donc un plugin, pour se connecter à cette source de contenu, l'approche est différente. Et donc là, bien entendu, il faudra toute une intelligence pour retrouver un minimum de fonctionnalités comme la recherche, faire des glisser-déposer, avec des notions aussi intelligentes, ce qu'on appelle de check-in, check-out, bien entendu, puisque quand un utilisateur va récupérer un asset, il ne faut pas que l'utilisateur dans le DAM vienne le supprimer. Mais je crois que Thibaut va nous montrer ça avec dextérité. La capacité de gérer de la révision, puisqu'on va faire une retouche, on va retéléverser. Donc en tout cas, cette notion de connecteur, elle est importante et à un moment donné, il faut aussi avoir le bon connecteur. Et là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas évident, hein. Adobe change chaque année sa suite. Il y a plusieurs mises à jour dans l'année. Donc là aussi, lorsque vous avez choisi votre connecteur, on dit un peu souvent, dites-moi avec qui vous êtes marié, je vous dirai qui vous êtes. Il est bon de voir en tout cas avec quelle société l'éditeur travaille. Est important
de vérifier que c'est pas un petit développement fait au coin de la table. Et dans cette création, notamment lorsque le designer finalement a téléversé une nouvelle révision, rien que de mieux finalement lorsqu'on trouve dans notre système, et là donc j'ai pris ou d'ailleurs c'est Thibaut qui m'a fait ce parfait screenshot où on voit une gestion de révision, d'annotation. Donc on reste dans, là aussi pareil, le responsable produit, il reste dans son système. Il va pas aller récupérer un mail, vérifier, comparer, faire je sais pas quoi. Il reste dans le système, il voit des annotations en mode vraiment collaboratif et à mettre au regard aussi de ce fameux workflow dont on a parlé précédemment. D'accord? Donc là, on aura différents acteurs qui en live vont pouvoir commenter et valider du contenu. Je dirais que, alors là, on va dire que c'est une tendance qui se poursuit, on va dire chaque année, mais là aussi, on va retrouver des choses de plus en plus intelligentes. Et c'est aussi un constat que j'ai pu voir cette année et qui va s'amplifier l'année prochaine. C'est tout ce qui est ce qu'on appelle KPI. Ou à un moment d'ailleurs, d'année, je dirais que je parlerai de KPI et de BI. Donc le KPI pour Key Performance Indicator, le BI pour Business Intelligence, hein, désolé encore de ces acronymes américains, mais euh, globalement c'est quoi? La plupart des solutions aujourd'hui vont vous proposer des choses assez bateaux qui vont consister à dire finalement qui s'est connecté quand et comment globalement, quelle est l'activité de mon système. Bon, ça c'est bien, mais bon, ça apporte pas grand-chose en termes de, on va dire, de business et puis de valorisation pour le retour sur investissement de la solution. Et là, comme on peut le voir sur cette capture écran, on va pouvoir notamment gré des fonctionnalités que peut apporter le système à travers cette notion de process métier, de workflow, de validation de contenu. On va pouvoir apporter finalement lors de la gestion d'une campagne marketing, euh, mesurer finalement là où on a à un moment donné la validation a tardé parce qu'il y a eu un problème. Donc on va apporter beaucoup plus d'informations sur la validation et le process de validation et les temps de validation au regard d'un projet. Donc là, c'est ce qu'on appelle plus de BI. Et aujourd'hui, là aussi, on va pouvoir agréger plein d'informations. Quand on fait du BI, on va récupérer des métadonnées, de l'information des métadonnées du DAM, des métadonnées de systèmes tiers. Et donc voilà, donc très intéressant. Et bien entendu, à un moment donné, lorsqu'on va vouloir partir vers une solution, on va se poser la question, cloud or not cloud, hein, c'est une grande question existentielle. Évidemment, aujourd'hui, beaucoup de questions se posent au regard, à partir du moment où on va partir sur le cloud, ne serait-ce qu'en termes de protection des données. Bon, je sais que ces temps-ci, on est plutôt dans une tendance à dire Amazon, c'est pas bien parce que voilà, bon, il faut savoir que globalement, tout le monde est à peu près logé à la même enseigne. Donc le choix après d'une plateforme Azure, Amazon ou Google, je dirais peu importe, ça va être très souvent lié à une notion de gouvernance. C'est vrai que je vois en France plutôt une appétence pour la partie Azure. Bon, voilà, on va dire que c'est dans la mouvance actuelle. Peut-être que demain ça peut changer. Après, suivant votre positionnement sur le marché, le côté international, AWS peut être aussi, en tout cas, une parfaite solution. Et dans certains cas, parce que certains métiers exigent aussi beaucoup de gestion de contenu assez volumineuse, on peut être dans des systèmes hybrides, voire encore en mode on-premise. Voilà. En tout cas, la mouvance, elle va vers, évidemment de plus en plus l'utilisation du cloud pour de l'application web et pas simplement du site web. Donc, comme vous pouvez le voir, finalement, là, en reprenant, bon, désolé, elle est en anglais, mais le bénéfice du DAM, finalement, on reprend finalement la tendance qu'on a évoquée, les chiffres que je vous ai montrés au départ, qui consistent à quoi? Bah, finalement, au regard de l'engagement client, on veut un système qui soit capable de mettre en avant, de personnaliser ce contenu pour plus de ventes, dans le cas du e-commerce, pour plus de clics. Donc, on parle finalement en tout cas de gestion de la marque, d'engagement. Ce sont vraiment les éléments clés aujourd'hui qui permettent aux dames, en tout cas, d'être le support complet de votre transformation digitale. Et donc, au regard de ces tendances, on a pu voir, pour se résumer, l'expérience client, très importante, la performance, hein, puisqu'on a géré de gros volumes de données très complexes, l'écosystème de l'entreprise, et je rajouterai bien entendu tout ce qui est AI, dans la mesure où c'est bien géré et bien intégré par l'éditeur, et pour terminer par tout ce qui est ABI, puisqu'à un moment donné, il va falloir avoir des chiffres pour être capable de mesurer le retour sur investissement. Et le retour sur investissement d'un DAM, c'est pas 5 ans. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut se faire très rapidement, sous couvert de 12 à 24 mois. Et alors le choix des solutions, là, pour faire assez vite, bien entendu, ça devient un cauchemar année après année. C'est aussi une question à se poser au regard finalement des clients, puisque finalement, il y a tellement de solutions, je pars sur quoi? On voit qu'il y a des acquisitions qui sont faites, hein.
On a vu pas plus tard il y a un mois, Adobe qui a racheté Workfront. Il y a quelques années, on en a vu d'autres. Donc, évidemment, quand on part sur ce genre de système, c'est toujours qu'est-ce qui va se passer d'ici 2 ou 3 ans. Un certain nombre d'organisations essayent de planter un peu des cordes, de le simplifier. C'est le cas, par exemple, du Restoral Group. Bon, même si simple, mid-range, complexe, réinterprété en français, en fait, c'est un peu l'opposé. Complexe, ça ne veut pas dire complexe. C'est que simplement des systèmes plus entreprises qui vont être capables justement de répondre à une problématique d'écosystème. Mid-range, on va dire que voilà, on va être un peu entre les deux, à essayer de répondre à cette problématique. Et simple, on va être plutôt dans la gestion photo classique. Et pour terminer, je dirais que, et ça c'est un travail notamment que moi-même et Activo, et puis que l'on fait en tout cas avec cet esprit d'apporter un standard dans le DAM, que l'on fait avec le High Equity Software, qui est ex-DAM Foundation, avec ce qu'on appelle les 10 core. Les 10 core, c'est quoi? Bah, à travers finalement 10 étapes, 10 étapes, on essaye finalement de challenger les solutions de DAM pour finalement être au plus près avec, en plus, en rajoutant ce qu'on appelle des démos scénarios, qu'à la fin, celui qui a l'estampillage Tencore, et ben voilà, on peut dire que, voilà, en tout cas, il est prêt pour être, en tout cas pour répondre aux besoins d'expression client. On a tout un certain nombre de tableaux de bord qui permettent d'ailleurs de comparer les solutions avec les unes avec les autres. Et il faut savoir quand même qu'il y a une solution sur deux qui échoue. Voilà, donc on n'est pas du tout on est vraiment dans une approche qui est proche du client. On n'est pas dans les Magic Quadrants, etc., ou qui ont une approche différente, qui apportent du bon contenu. Là, on est vraiment dans le challenge effectif de la solution. Et puis maintenant, bah, je serais enchanté en tout cas de laisser la place à notre ami et rockstar Thibaut qui va vous faire une démo faite d'expérience client centrée autour du DAM. Merci beaucoup. Je t'ai pris un peu de temps, j'espère que tu auras assez de temps pour la suite. Non, mais c'est pas grave, on va faire durer. Moi, ma démo dure 2h40, mais ça va aller. Bon, ok, bon. Non, oui, bonjour tout le monde. Donc, merci beaucoup, Frédéric, pour tout ça. Le flux complet de la démo prend effectivement 45 minutes à 1 heure quand on le joue complètement avec toutes les explications. Alors, je vais en fait ne pas jouer le flux complet. J'en étais où tu m'as... Ah oui, voilà. Donc, je vais quand même me loguer en tant que différents personnages ici pour montrer différents accès, notamment Bob qui, euh, qui va créer un asset dans Photoshop et qui a une particularité, c'est qu'il voudrait éviter d'aller le plus possible dans le navigateur. Il veut rester, son boulot, c'est créer des assets, créer du contenu, mais par contre, aller naviguer, chercher tout ça, il ne veut pas trop. Donc, Alice va créer un projet marketing, Bob va ajouter une image, Jane va rapidement le revoir, je vais très très rapidement passer sur les annotations. Alice, au bout du compte, va approuver, faire la dernière étape, et en fait, on aura Alan qui a besoin d'images pour sa campagne marketing et vous allez voir une interface complètement différente. Donc, on est Régnier, une société qui fait des articles de sport. Donc, je me log comme Alice. Ici, voilà. J'ai différentes personas dans Chrome, comme ça, il n'y a pas besoin de trop login, logout. Donc, comme je vous l'ai dit, normalement, la démo prend beaucoup de temps. On passe du temps à expliquer l'interface. Je vous montrerai que ça, par exemple, cette interface de homepage est complètement configurable directement dans l'interface d'administration du système. Donc, on a ici des images qui disent aux utilisateurs ce sur quoi Régnier est en train de travailler, des barres de boutons, etc. Et Frédéric, en ayant parlé, je voudrais vous montrer rapidement la recherche. Ce genre de choses se construit en littéralement 5 minutes dans Nuxeo. Donc, je vous dis, je cherche les images de Régnier qui concernent des vestes de la saison printemps-été en 2021. Et voilà, en 5 secondes, c'est trouvé. Et on a notre image. Donc, on a une interface ici qu'on a configurée pour montrer principalement l'image. Plein de boutons pour crop l'image, la copier, la dupliquer, watermarker, faire des workflows. Et
comme Frédéric en parlait, les métadonnées qui sont donc très importants. Donc on a plein de données sur le produit, y compris des liens. Donc cet asset fait partie d'un produit qui contient une description. On peut exporter la description, faire un PDF, afficher les images dedans pour générer un flyer, etc., etc. Donc on crée dans Nuxeo plein de liens entre les documents et on navigue de l'un à l'autre. Les droits numériques, il en a parlé. Dans celui-là, on prend un exemple où on a le droit de modifier jusqu'au 31 juillet 2021 et après, cet asset disparaîtra. Seuls des administrateurs pourront le voir et l'utiliser. Je vous parlerai des tags parce qu'ils sont automatiques ici avec l'intelligence artificielle et on a aussi des informations telles que les couleurs dominantes. Ça aussi, j'en parlais, c'est aussi de l'intelligence artificielle qui est mise en œuvre dès qu'on télécharge l'image. Enfin, on a effectivement l'extraction des métadonnées de l'image, ici IPTC et EXIF, y compris les mots-clés qui sont dans l'EXIF. Vous pouvez aussi extraire n'importe quel type. Mais si par exemple je veux chercher rapidement sur le mot-clé qui était imagination, vous voyez, je trouve très rapidement tous mes assets qui contiennent imagination quelque part. Maintenant, j'en viens à Alice qui crée son nouveau projet. Donc, elle crée un nouveau projet de marketing qui va être, par exemple, la campagne de l'hiver 2021. Alors, l'interface est responsive, comme on dit, et s'adapte. Voilà, si je le mets comme ça s'étire. C'est une campagne marketing qui doit être livrée dans 2 semaines. Qui participe? Jane pour vérifier l'asset et Bob pour les créer. Et enfin, des métadonnées. Donc, des listes de données que vous allez bien sûr modifier pour adapter à vos besoins. Jacket. Ici, pour adapter à vos besoins, à vos listes de données, etc., etc., pour l'année 2021. Et toutes ces métadonnées, on va le voir, vont être automatiquement héritées par tous les assets qu'on va mettre dans ce projet marketing. Donc, on a ces informations-là. Maintenant, elle va créer le livrable. Donc, on va demander une image pour le site web. C'est donc une manière web. On assigne Bob et lui doit le faire en 1 semaine. Vous voyez, tout ça configuré pour créer des tâches pour différents utilisateurs qui vont évoluer en fonction de la progression de tout ce workflow. Donc ici, j'en ai terminé pour cette très courte démo pour Alice. Et en fait, Bob a reçu un mail, une notification. Je vais tout cacher comme ça, on ne sera pas embêté. Il a reçu mes notifications et maintenant il peut travailler avec Nuxeo Drive. Donc Nuxeo Drive, c'est notre outil de synchronisation desktop. Donc vous voyez que Bob n'a rien fait de spécial. Pourtant, il a déjà synchronisé avec son desktop le projet et le délivrable, qui pour le moment est vide, bien évidemment. Donc lui, Bob, il veut travailler sur cette photo. Donc voilà, elle s'est ouverte là. Ah oui, au passage, vous avez le connecteur Adobe ici qui est là, donc Bob aurait pu aussi chercher des images dans le repos, les glisser, déposer ici, les modifier. Ça fonctionne parfaitement avec InDesign et Illustrator. Vous pouvez garder le lien avec l'asset original ou juste en faire une copie, etc., etc., pour faire une liaison très intime entre la suite Adobe et le repos Nuxeo. Ici, dans notre exemple, il va juste modifier ça. Alors, je ne suis pas du tout un expert Photoshop. Donc, tout ce que je sais faire, c'est... Alors, je vais ouvrir ça. Je veux mettre un logo, ici, et puis une petite zone de texte pour ajouter quelque chose. Sports feel good. Voilà. On va essayer de le mettre un peu plus par là. Hop, voilà. Bon, peu importe, on enregistre. Il pourrait envoyer ces images directement depuis Photoshop dans le repos, mais je vais vous montrer une autre façon de faire, c'est juste la glisser-déposer dans le dossier de synchro.
Donc, vous voyez, des petites icônes qui sont mises, vous n'avez pas vu. Alors, c'est très résilient. Hein, si vous glissez, déposez un Photoshop de 500 mégas et que votre connexion s'arrête alors qu'il en a envoyé 499, il ne reprend pas à zéro. Dès que vous avez une connexion, il enverra le dernier méga. Hein. Ça marche, on a fait des tests sur des dizaines de milliers d'images et des vidéos. On allait jusqu'à une vidéo de 1 Tera. Donc, ça fonctionne. Nuxeo Drive est vraiment un outil de productivité très important. Donc, maintenant qu'il l'a envoyé, il va quand même, dans notre flux, il va quand même démarrer le workflow lui-même. Ça pourrait être automatique, mais comme dans toutes les démos, si on fait tout en automatique, on y perd un peu. Au passage, notez que l'intelligence artificielle s'est mise en œuvre, donc on a les couleurs dominantes telles que Google les définit, on a les renditions qui ont été calculées, on a des tags, on a extrait EXIF et IPTC de cette image. Donc, il démarre son workflow de validation. Donc, Alice a créé le projet, Bob a créé son image, Jane va maintenant les revoir. Elle est là. Donc, elle a aussi reçu une notification mail, mais elle a également sa liste de tâches. Pour le moment, elle a 4 tâches à faire, dont celle-là. Il y a aussi, alors il y a plein de vues différentes. Par exemple, ici, elle peut voir aussi sa liste, etc. Là, en l'occurrence, elle regarde celle-là. Elle peut approuver, retoucher, rejeter. Le flux de ce workflow est assez simple. Si elle rejette, et dans la démo complète, en fait, elle rejette, ça revient à Bob qui modifie, ça revient à Jane jusqu'à ce que Jane soit content et qu'il passe qui passe la main à Alice pour finaliser le workflow. Donc ici, c'est ici qu'elle pourrait faire une annotation, etc., je crois que j'ai pas chargé. Non, je n'ai pas chargé la bonne image. Je me disais bien qu'il manquait. Désolé, c'est celle-là la bonne. Celle qui a le logo et Sport Feels Good. Donc, je vais reprendre là-dessus. Celui-là, je vais rejeter. Voilà. Et désolé pour la fausse manip. J'attends qu'elle soit envoyée. Elle est envoyée. Et je démarre le workflow. Je me disais bien qu'il me manquait mon logo blanc. J'ai mis 2 heures à apprendre comment faire un logo dans Photoshop. Donc, je reviens sur Jane. Qui a sa revue artistique. Voilà, ce coup-ci, on a le bon. Donc, elle pourrait annoter, ajouter une flèche et dire, voilà, ça, ici, en fait, je voudrais décaler, non, je vais dire aligner à droite, par exemple, à gauche de la photo, en haut à gauche, etc. Et donc, valider ça, mettre autant d'annotations qu'on veut, travailler à plusieurs, répondre à l'annotation, etc., etc. Dans notre exemple ici, on ne va pas enregistrer tout ça, on va juste approuver directement. Je vais juste vous montrer la notation qui fonctionne aussi avec les vidéos et fonctionne également avec n'importe quel fichier texte si vous avez à annoter ce genre de fichier. Nous en sommes donc ici où maintenant Alice va faire l'approbation finale. Donc, je reviens à Alice, qui a effectivement cette image à valider. Vous voyez que le progrès, on en est bien à la revue marketing. Elle aurait, oui, j'ai pas enregistré la notation, mais elle aurait la notation, elle verrait tout l'historique. Ici, elle va approuver l'image. Donc, on a l'image, elle est là, elle est approuvée, son statut approuvé, une version a été créée automatiquement. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a toutes les infos qui ont été faites automatiquement, y compris l'héritage des métadonnées. Donc, on a bien régné automne-hiver, veste pour 2021. On a également l'IPTC. Je vais vous montrer rapidement, c'est ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté dans la démo, c'est un tag automatique, pas automatique, justement manuel, qui compare un peu le tagging par Google ou par Amazon. Donc celui-là, vous voyez qu'on a les libellés, on a tout ce qu'il faut, et il trouve bien 3 visages, alors que Amazon n'en trouve qu'un. Voilà, donc vous pouvez aussi
comparer. Mais en vrai, vous fonctionneriez aussi avec Nuxeo Insight, parce que là, pour le moment, on récupère des tags qui sont génériques, parce qu'ils sont produits par Amazon, par Google, qui n'ont pas de valeur spécifique. Donc, on a, par exemple, un de nos clients, Warner Brother, utilise Nuxeo Insight pour taguer leurs images de façon très spécifique à leur business. C'est-à-dire que eux, par exemple, il y a des dizaines et des dizaines de Batman différents. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est quand leurs utilisateurs créent quelque chose et utilisent un Batman et téléchargent, ils veulent automatiquement avoir le bon Batman. Parce que Google ou Amazon leur dirait c'est un dessin. Peut-être une fois de temps en temps, ils trouveraient que c'est Batman, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est Batman Origine, Batman 2000, Batman Futur, Batman Superman, etc., etc. Et c'est exactement ce que Nuxeo Insight permet de faire. On a notre client qui va détecter automatiquement les sacs, les chaussures, etc., et leur donner leur numéro de produit. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas juste dire c'est un sac, ils vont dire c'est le sac BRK02713. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle spécialisée que Nuxeo peut fournir avec Nuxeo Insight, vous pouvez faire ce genre de fonctionnalité. Toujours est-il que, oui, d'ailleurs, je vais vous montrer aussi, si je cherche sur Sport Feels Good, vous voyez, je trouve mon image. Parce que, de fait, dans l'OCR, on l'a retrouvée. Donc maintenant, ça fait partie de l'index full text. Elle a fini, elle publie. Comme il est approuvé, elle peut publier dans le portail, elle peut même publier dans le catalogue, elle peut publier partout. Et nous voilà maintenant à la dernière étape qui est Alan. Alors Alan, je vais vous montrer que c'est vraiment quelqu'un de très différent parce qu'il fait partie du système, mais en tant que... Il est où mon Alan? Il est là. Il fait partie du système en tant que il ne fait que récupérer des informations, récupérer des images. Donc, vous voyez que l'interface ici n'a rien à voir. Elle a été construite complètement différemment. Vous pouvez avoir n'importe quelle sorte d'interface qui vous plaît. Donc là, rapidement, il ajoute à son panier, il ajoute celui-là, il ajoute celui-là. Quand son panier est prêt, il peut télécharger et il peut demander une rendition particulière. Donc celui-là en Full HD et celui-là en Medium. Il télécharge tout. C'est téléchargé. Et ça s'est ouvert là encore. Et on a nos images là. Donc chacune, thumbnail, original, Medium. Voilà, donc on a vu le flux complet en 10 minutes. Comme je vous ai dit, ça prend beaucoup plus de temps quand on rentre dans les détails, quand on fait des vrais échanges, surtout entre Bob et Jane. Je voudrais vous montrer maintenant, je vous ai parlé de la configuration de la page d'accueil, ici. Je vais vous montrer dans une autre démo, ici. Là, si je vais là, j'ai pas de configuration, j'ai pas d'image d'accueil, j'ai l'interface par défaut de Nuxeo. Je peux configurer ça d'ici. Il n'y a pas besoin d'écrire du code Java ou quoi que ce soit. Je peux dire j'ai une image, c'est nature, etc. Je l'active. Et maintenant, je l'active et je sauve. Et maintenant, elle est là. Et je pourrais aussi la configurer en disant, en fait, comme dans la démo que vous venez de voir, en fait, je ne veux pas une image, j'en veux 3. Et puis voilà, donc là, c'est la campagne 2021. En droite à haut, ce sera le futur, etc. En choisissant à chaque fois des images et des noms. Donc voilà, c'était une démo très rapide. J'espère que vous avez pu voir un peu toutes les fonctionnalités parce qu'on a quand même parlé de Nuxeo Drive pour augmenter la productivité, du connecteur Adobe, de l'extraction des métadonnées sur les images. Donc par exemple sur où il est mon, je sais plus où il est, l'extraction des métadonnées sur le projet, voilà, il est là. Donc j'ai effectivement les deux images et celle-là. Voilà. L'extraction automatique des métadonnées, l'intelligence artificielle, etc. Donc, merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, en 4 minutes, nous serons extrêmement heureux d'y répondre. Belle démo. Merci.
Merci Thibaut et Frédéric. Alors, on va passer aux questions-réponses. Donc, vous pouvez, comme au début de la session, utiliser le petit module de chat pour les poser. Alors, pour commencer, on a une question donc, qui se rapporte à la démo. Tu as montré la gestion d'assets d'images. Est-ce que de la même manière, il est possible de gérer les assets vidéo dans Nuxeo? Oui, 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 complètement. La vidéo est complètement, bien sûr, la vidéo est complètement gérée. Voilà, donc là, on a les vidéos. Vous voyez, elle joue quand je joue par-dessus. On a un storyboard. Attends, pardon. Oups, désolé, j'ai switché de fenêtre. Voilà. Donc la vidéo, on peut même la couper, vous voyez, vous pouvez la couper, découper en parties, la watermarker, démarrer à n'importe quelle part, extrait, etc. Donc oui. Bien, merci. Alors ensuite, peut-être ça plutôt pour Frédéric, ou je sais pas. Quelles sont les bonnes pratiques pour démarrer un projet d'âme? Effectivement, c'est la bonne question à se poser au départ, à savoir finalement dans tout, bon déjà dans le choix, tout ça, c'est toujours compliqué. Je dirais que maintenant, il faut être très pragmatique. Et il faut être capable, et c'est un petit peu aussi la démarche que l'on donne à la Dame Foundation à ce niveau aussi, c'est être capable d'avoir fait un audit, d'avoir identifié les ressources, être capable de localiser l'ensemble de ses assets, d'avoir une gouvernance sur sa métadonnée. Donc tous des aspects qui sont liés finalement, qui sont un petit peu, qui peuvent être travaillés bien en amont du choix de la solution. La solution après sera capable dans tous les cas de pouvoir en tout cas répondre à ses besoins, mais il y a un véritable besoin en tout cas de rassembler ces informations. L'aspect humain est important, hein. Moi, je dis souvent que le réussite d'un projet, c'est 95% c'est d'abord les gens. Donc, ça doit être aussi être capable de monter une team, d'avoir les bons, ce qu'on appelle les bons key users, voilà, tous ces aimants-là. Et je dirais le dernier point, c'est, puisqu'à un moment donné, on va parler de récupération d'assets, c'est voir un petit peu côté migration, en tout cas ce que vous pouvez récupérer. Et là aussi, on va dire en conseil, lorsque vous investissez dans une solution, toujours bien regarder aussi les clauses de réversibilité, parce que bon, là aussi, tout le monde n'est pas très égal. Il y a toujours une part de service, mais voilà, ça, il faut faire attention aussi à cette clause-là. Merci. La prochaine question, comment est-ce qu'on mesure l'efficacité d'un DAM? Bah, je pense qu'on a pu le voir là, dans le dernier point de ces tendances-là. Il est clair que moi, je le vois auprès des clients, c'est quand même de plus en plus, c'est compliqué d'avoir des budgets, hein, même si il faut absolument soit lancer un site e-commerce. Bon, il y a des coûts et il y a des coûts solutions, il y a des coûts humains. Euh, mais je dirais que le meilleur moyen, et qui est important dans le choix de la solution, c'est voir si la solution va être capable aussi de mesurer cette efficacité. Et au-delà du simple rapport d'activité, hein, parce que c'est pas parce qu'on sait que, par exemple, on a 4000 utilisateurs simultanément ou qu'on télécharge des TIFF et des JPEG, il faut aller plus loin dans cette capacité d'agréger. Est-ce que, voilà, finalement, est-ce que ça m'a fait gagner du temps? Et donc là, on va dire que toutes les solutions ne sont pas forcément égales à ce titre-là. Et là, on voit un beau graphique que nous présente. Oui, ouais, en fait, c'est ce qu'on veut montrer des fois, c'est que la durée d'un projet pour chacune des marques, ce qu'on veut montrer dans ce graphique, c'est que depuis qu'on utilise Nuxeo, on met de moins en moins de temps à gérer ces projets. Voilà, bah, C'est un exemple, mm, c'est un parfait exemple. dans tout ce que tu viens de dire. Mm, Ça peut après aller dans le mm, détail sur chaque mm. projet, mais là, c'est global. Voilà, bon, là, c'est vraiment ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est être capable d'apporter de l'information, finalement, métier business, de l'usage de ces actifs numériques. Voilà. On n'est pas, là, ce que nous a montré Thibaut, évidemment qu'on peut savoir le nombre de PSD, de TIFF, de vidéos vues, téléchargées, mais c'est pas ce qui va permettre, en tout cas, d'apporter des éléments à son manager, à un COMEX, et de mesurer finalement le retour sur investissement de la solution. Merci. Alors, question suivante. Mon organisation a déjà un CRM et un PIM. Comment intégrer le DAM dans la chaîne de valeur? Est-ce que le PIM ne peut-il pas faire office de DAM? Alors,
te laisse répondre. Ouais, ouais, ça c'est mon sujet favori, là, le pim pam poum, dame. Euh, Bah, je dirais que alors là, moi, je suis dans une école qui s'appelle l'aspect pratique parce que je l'ai vécu depuis une petite vingtaine d'années, où globalement, euh, un PIM aujourd'hui, je connais pas de PIM et je joue avec quelques-uns d'entre eux qui soient véritablement un bon dame, hein. Et aux dames, dans le sens où on va jouer avec les assets comme nous l'a montré Thibaut, hein, d'accord? Haute définition, Thibaut nous parlait d'un Tera. Je sais pas si vous avez essayé de mettre une vidéo d'un Tera dans un PIM, ça doit pas être terrible. Donc c'est pour ça que cet écosystème, il est important, comme on l'a vu. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des services web qui facilitent la connexion. Et notamment, bah, pour revenir sur le cas de Nuxeo, il y a tout un écosystème que je regardais encore hier soir sur toute la partie aussi bien CRM, Salesforce, ne serait-ce que même les intégrations qu'on voit avec l'intelligence artificielle. Tout ça, ça montre que la plateforme est connectée à l'environnement métier et qu'effectivement, le DAM aujourd'hui, de plus en plus, doit être dans cette capacité à connecter sa donnée commerciale et être capacité aussi de pousser de l'information sur ces différents réseaux de communication et marketing et e-commerce. Merci. Donc, question suivante. Alors, quel budget environ si on a déjà un projet de data gouvernance de l'information pour une société de 4000 salariés? Alors je dirais que là aussi pour répondre, c'est toujours euh, au regard de la solution. Ce qu'il faut voir, c'est que très souvent, il ne faut pas forcément s'attacher au coût de la solution en tant que tel, qui est évidemment important, qui est enfin important dans le sens où ça fait partie en tout cas de- d'un élément de décision, mais il y a souvent des coûts cachés qui sont pas négligeables. Ne serait-ce que je vous parlais par exemple de la personnalisation de tout ce qui est métadonnées. Vous avez un certain nombre d'acteurs sur le marché aujourd'hui, ça passe automatiquement par du service. Bon, bah ça, forcément, c'est un coût qui va pas forcément vous être expliqué au départ. On va vous dire que ça le fait très bien, mais au final, il faut sortir le chéquier. Après, au regard en tout cas, des enjeux et de l'expertise que vous voulez avoir avec la solution, on peut partir sur un DAM voilà, qui éventuellement est vraiment, enfin, on va dire, est bas marché, hein, euh, mais est-ce que cette solution, au regard de nos exigences, est-ce qu'elle va pas nécessiter à un moment donné, bah ouais, finalement, on est obligé de sortir les actifs du système parce qu'on peut pas vraiment avoir un aspect collaboratif. Donc voilà, il y a tous ces enjeux-là qui sont à mettre au regard vraiment de la solution et de votre métier. Bon, évidemment, si on veut juste gérer ces photos d'illustration, bon, dans ce cas-là, vous pouvez aussi partir sur un open source gratuit et puis les choses peuvent se faire tranquillement. Maintenant, dans un contexte métier, business connecté, voilà, il faut évidemment qu'il y ait un coût. Je dirais que globalement, le coût, il s'est quand même énormément réduit ces 10 dernières années, hein. Je vous cache pas qu'il y a à peu près 10 ans, c'était compliqué de descendre en dessous des 500 000, 1 million de dollars pour avoir des systèmes qui soient capables de connecter tout ça. Et qu'aujourd'hui, on est largement descendu d'un facteur 4-5. Donc, on est aussi de plus en plus dans des services cloud. C'est là que le cloud peut être aussi une réponse en relation avec l'éditeur, où l'éditeur finalement va vous gérer une instance et éventuellement être capable d'adapter sa solution à votre proposition de valeur. Voilà. Donc il a jamais été aussi moins cher. En tout cas aujourd'hui, on peut facilement démarrer sa transformation. Il y a beaucoup de modularité chez la plupart des éditeurs, mais comme chez Nuxeo, c'est pareil. Vous pourrez choisir tel module, tel module. Tout le monde n'a pas forcément besoin de tout avoir, donc je pense qu'il y a moyen de trouver chaussure à son pied. Merci. Question suivante. Est-ce que votre solution permet de gérer plusieurs langues, interfaces et data? Oui, oui. Donc là, je vous fais la démo. En fait, d'habitude, Do you speak je English? reviens. D'habitude, je fais en anglais, oui. Donc d'habitude, j'ai mon Mac en anglais, etc. Mais oui, ça fonctionne. On supporte 14 langues par défaut. Mais si je change la langue du navigateur pour anglais, espagnol, japonais, etc., ça affiche toute l'interface dans cette langue-là. Merci. Alors, j'ai une dernière question pour le moment.
Est-ce que mon contenu est en sécurité dans le DAM? Bien sûr. Non, mais oui, enfin, ça dépend de où vous le stockez. Il y a deux aspects à la sécurité. Il y a la sécurité, c'est-à-dire que qui a droit d'accéder aux données. C'est-à-dire qu'il faut un utilisateur authentifié auquel vous donnez des permissions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi la démo originalement dure longtemps, parce qu'on montre différents accès, on montre que différents utilisateurs ne voient pas les mêmes choses selon leurs droits. Donc oui, maintenant, c'est sécurisé. Quand c'est stocké, c'est encrypté, tout est encrypté, ça passe par HTTPS, c'est encrypté à tresse, c'est encrypté au stockage, et l'accès est sécurisé, absolument. Merci Thibaut. Et écoutez, on n'a pas d'autres questions, donc on va pouvoir terminer. Encore une fois, merci à tous les deux pour cette présentation et merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'était un plaisir. Merci à tous et Et bonne journée. bonne fin d'année. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin d'année. Au Au revoir. revoir.